Le 14 juin 1992, par une chaude après-midi d'été, Émilie Rousseau, une fillette de 8 ans aux cheveux blonds bouclés, disparut mystérieusement du jardin du Luxembourg à Paris, alors qu'elle jouait près du bassin octogonal sous la surveillance de sa grand-mère, créant l'une des affaires de disparition d'enfants les plus troublantes de la capitale française. Émilie était venue au jardin avec sa grand-mère maternelle, Madame Colette Dubois, pour leur promenade dominicale habituelle, une tradition qu'elle partageait depuis que la fillette était toute petite et qui représentait un moment privilégié entre les deux générations. Ce jour-là, Émilie portait sa robe jaune préférée, ornée de petites fleurs blanches, et ses sandales rouges neuves, tenant à la main son petit sac contenant ses biscuits favoris, et son carnet de dessin qu'elle emportait toujours lors de leurs sorties au parc. Vers 15h30, pendant que sa grand-mère lisait son journal sur un banc à proximité, Émilie avait demandé la permission d'aller voir les canards dans le bassin, une activité qu'elle adorait et qui ne présentait aucun danger apparent dans cet environnement familier et sécurisé. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. Madame Dubois, qui surveillait attentivement sa petite fille tout en lisant, leva les yeux quelques minutes plus tard pour découvrir qu'Émilie avait disparu, ne laissant derrière elle que son petit sac abandonné près du bord du bassin. L'alerte fut immédiatement donnée aux gardiens du parc, qui organisèrent une recherche systématique de tous les recoins du jardin, mobilisant le personnel de sécurité et demandant l'aide des nombreux visiteurs présents ce dimanche après-midi. Malgré une fouille minutieuse de l'ensemble du parc, incluant les zones boisées, les aires de jeu et même les bâtiments administratifs, aucune trace d'Émilie ne fut découverte avant la tombée de la nuit. La police parisienne fut appelée en urgence et lança immédiatement une enquête d'envergure, bouclant le périmètre du jardin et interrogeant tous les témoins potentiels. Mais la fillette semblait s'être littéralement volatilisée dans l'un des lieux publics les plus fréquentés de Paris. 3 ans plus tard, un reportage télévisé révélerait une vérité choquante qui bouleverserait non seulement la famille Rousseau, mais aussi l'opinion publique française tout entière. L'enquête menée par la Brigade de protection des mineurs révéla rapidement que la disparition d'Émilie présentait des caractéristiques troublantes qui suggéraient un enlèvement planifié plutôt qu'un accident ou une fugue, malgré le jeune âge de la victime. Le commissaire principal Jean-Claude Martin, vétéran de 30 ans d'expérience dans les affaires impliquant des enfants, dirigea personnellement l'investigation qui mobilisa plus de 50 policiers et gendarmes dans les premières 48 heures cruciales. L'analyse des témoignages recueillis auprès des visiteurs du jardin révéla que plusieurs personnes avaient remarqué un homme d'âge moyen qui semblait observer les enfants près du bassin, comportement qui avait attiré l'attention de quelques parents vigilants sans pour autant déclencher d'alerte immédiate. Les descriptions de cet individu variaient selon les témoins, mais convergeaient sur certains détails. Un homme entre 40 et 50 ans, de taille moyenne, portant une casquette sombre et des vêtements discrets, qui avait été vu à plusieurs reprises dans le jardin au cours des semaines précédentes. L'examen des registres d'entrée et des systèmes de surveillance rudimentaires de l'époque ne permit pas d'identifier formellement ce suspect, les caméras étant limitées aux entrées principales et ne couvrant pas la zone du bassin où Émilie avait été vue pour la dernière fois. Les enquêteurs découvrirent également qu'Émilie avait été photographiée à son insu par un visiteur du parc quelques jours avant sa disparition, photographie qui fut retrouvée lors d'une perquisition chez un homme arrêté pour des faits similaires, mais qui ne put être formellement reliée à l'enlèvement. L'enquête s'étendit rapidement à tous les délinquants sexuels fichés dans la région parisienne, avec des vérifications d'alibi et des interrogatoires approfondis qui mobilisèrent des ressources considérables, sans produire de résultats concrets. La famille Rousseau fut soumise au protocole d'investigation standard, mais les parents d'Émilie, Michel et Catherine, ainsi que la grand-mère, passèrent tous les tests de détecteurs de mensonges et bénéficiaient d'alibis solides, confirmés par de nombreux témoins. Malgré la mobilisation de moyens exceptionnels, incluant des fouilles dans la Seine, des recherches dans les bâtiments abandonnés de la capitale et des appels à témoins diffusés massivement dans les médias, l'enquête piétina pendant des mois sans avancée significative. Les 3 années qui suivirent la disparition d'Émilie furent marquées par la détermination inébranlable de sa famille
à maintenir l'enquête active et à sensibiliser l'opinion publique sur les dangers que peuvent représenter les prédateurs dans les espaces publics apparemment sécurisés. Michel et Catherine Rousseau transformèrent leur douleur en militantisme, créant l'association Enfants disparus France, qui devint rapidement une référence nationale pour les familles confrontées à des situations similaires, organisant des campagnes de prévention et des formations pour les parents et les enfants. Madame Dubois, rongée par la culpabilité de n'avoir pas su protéger sa petite fille, développa une dépression sévère qui nécessita plusieurs hospitalisations, mais elle participa néanmoins à toutes les commémorations et recherches organisées par la famille. L'affaire Émilie Rousseau devint un symbole national de la vulnérabilité des enfants dans les espaces publics, inspirant des changements dans les protocoles de sécurité des parcs parisiens et la mise en place de systèmes de surveillance renforcés dans les aires de jeu. Les médias français couvrirent régulièrement l'affaire, organisant des émissions spéciales chaque année à l'anniversaire de la disparition, maintenant l'histoire dans la conscience collective et générant des centaines de témoignages qui s'avéraient malheureusement tous infructueux. Plusieurs voyants et médiums contactèrent la famille, prétendant avoir des visions d'Émilie, mais leurs prédictions contradictoires ne menèrent qu'à de faux espoirs et à une souffrance supplémentaire pour des parents déjà éprouvés par 3 années d'incertitude. Des détectives privés furent engagés avec les fonds collectés par l'association, explorant des pistes qui menèrent jusqu'en Belgique et en Allemagne, suivant des réseaux supposés de trafic d'enfants, mais sans jamais découvrir d'éléments concrets concernant Émilie. Le commissaire Martin, bien qu'officiellement muté vers d'autres affaires, continua à travailler sur le dossier pendant son temps libre, convaincu qu'un détail crucial avait été négligé et qu'Émilie méritait que justice soit rendue. L'affaire inspira également des modifications législatives concernant la protection de l'enfance et la prévention des enlèvements, avec la création de protocoles d'alerte rapide et l'amélioration de la coordination entre les différents services de police. Chaque 14 juin, la famille organisait une cérémonie commémorative au Jardin du Luxembourg, rassemblant des centaines de personnes venues soutenir leur quête de vérité et honorer la mémoire d'une petite fille dont le sourire continuait de hanter tous ceux qui avaient suivi son histoire. Le 8 mars 1995, 3 ans après la disparition d'Émilie, l'émission d'investigation Droit de savoir diffusa un reportage qui allait bouleverser l'affaire et révéler une vérité que personne n'avait osé envisager. La journaliste Sylvie Moreau, qui avait suivi l'affaire depuis le début, avait mené sa propre enquête parallèle et découvert des éléments troublants que l'investigation officielle avait négligés ou mal interprétés. Son reportage révéla qu'Émilie n'avait pas été enlevée par un inconnu, mais avait été victime d'un accident tragique, impliquant un employé municipal du Jardin du Luxembourg. Accident qui avait ensuite été dissimulé par une conspiration impliquant plusieurs personnes. L'enquête journalistique démontra que Pierre Martineau, un jardinier de 52 ans travaillant dans le parc depuis 15 ans, avait accidentellement heurté Émilie avec son véhicule de service alors qu'elle courait vers le bassin, la tuant sur le coup dans une zone peu visible du public. Paniqué par ce qu'il venait de faire et craignant de perdre son emploi et sa retraite, Martineau avait dissimulé le corps d'Émilie dans son véhicule et l'avait transporté hors du parc, avec l'aide de son superviseur Jean Dubois, qui avait découvert la scène et décidé de l'aider à couvrir l'accident. Le reportage révéla que les 2 hommes avaient enterré le corps d'Émilie dans une zone boisée de la forêt de Fontainebleau, puis avaient créé de faux témoignages pour orienter l'enquête vers la piste de l'enlèvement, allant jusqu'à inventer l'histoire de l'homme suspect près du bassin. Sylvie Moreau avait découvert la vérité grâce à un témoignage anonyme d'un autre employé municipal qui avait vu Martineau nettoyer précipitamment son véhicule le jour de la disparition et avait remarqué des traces de sang sur les vêtements du jardinier. Confronté aux preuves rassemblées par la journaliste, Martineau avait finalement avoué son crime lors d'un entretien filmé en caméra cachée, révélant l'emplacement exact où il avait enterré Émilie et exprimant ses remords pour avoir laissé la famille dans l'incertitude pendant 3 années. Le reportage provoqua un choc national et relança immédiatement l'enquête officielle, avec l'arrestation de Martineau et Dubois et la découverte des restes d'Émilie à l'endroit indiqué par le jardinier repentant. La révélation de la vérité sur la mort d'Émilie Rousseau
déclencha une onde de choc qui dépassa largement le cadre de l'affaire criminelle, exposant les dysfonctionnements de l'enquête policière initiale et soulevant des questions fondamentales sur la gestion des espaces publics et la protection des enfants. L'arrestation de Pierre Martineau et Jean Dubois fut suivie d'une enquête interne qui révéla que plusieurs indices avaient été négligés ou mal interprétés par les enquêteurs, notamment le témoignage d'un visiteur qui avait vu un véhicule municipal quitter précipitamment le parc vers l'heure de la disparition. Le commissaire Martin, bien qu'ayant mené l'enquête avec professionnalisme, fut critiqué pour ne pas avoir suffisamment exploré la piste des employés du parc, une négligence qui avait permis aux coupables de maintenir leur mensonge pendant 3 ans. La famille Rousseau, bien que soulagée de connaître enfin la vérité, exprima sa colère contre le système qui avait permis cette dissimulation et réclama des réformes pour éviter que de telles situations se reproduisent à l'avenir. L'affaire révéla également les pressions exercées par la hiérarchie municipale pour éviter le scandale, avec plusieurs responsables qui avaient préféré laisser l'enquête s'orienter vers la piste de l'enlèvement plutôt que d'examiner la possibilité d'un accident impliquant leurs propres employés. La découverte des restes d'Émilie permit enfin à sa famille d'organiser des obsèques dignes et de commencer un processus de deuil qui avait été impossible pendant 3 années d'incertitude et de faux espoirs. Pierre Martineau fut inculpé d'homicide involontaire, dissimulation de cadavres et entrave à la justice, tandis que Jean Dubois fit face à des accusations de complicité et de faux témoignages, leur procès devenant des événements médiatiques majeurs. L'affaire inspira des réformes importantes dans la gestion des parcs parisiens, avec de nouveaux protocoles de sécurité pour les véhicules de service, une formation renforcée du personnel et l'installation de systèmes de surveillance couvrant l'ensemble des espaces publics. La journaliste Sylvie Moreau reçut plusieurs prix pour son travail d'investigation, mais elle dédia toujours ses récompenses à la mémoire d'Émilie et au courage de sa famille qui n'avait jamais cessé de chercher la vérité. Le procès de Pierre Martineau et Jean Dubois devint l'un des événements judiciaires les plus suivis de l'année 1995, cristallisant les débats sur la responsabilité institutionnelle et l'importance de dire la vérité même dans les circonstances les plus difficiles. L'accusation, menée par le procureur général Marie-France Leclerc, présenta un dossier détaillé montrant comment un accident tragique mais involontaire avait été transformé en une conspiration criminelle qui avait causé 3 années de souffrance supplémentaires à une famille déjà endeuillée. Le témoignage de Michel et Catherine Rousseau fut le moment le plus émouvant du procès, quand ils décrivirent les 3 années d'angoisse qu'ils avaient vécues, oscillant entre l'espoir de retrouver leur fille vivante et la peur qu'elle ait subi des sévices terribles aux mains d'un ravisseur. Martineau, défendu par un avocat commis d'office, plaida la panique et l'affolement pour expliquer ses actions, affirmant qu'il n'avait jamais eu l'intention de nuire à Émilie et qu'il regrettait profondément d'avoir choisi de dissimuler l'accident plutôt que d'assumer ses responsabilités. Son témoignage révéla un homme rongé par la culpabilité, qui avait vécu un enfer personnel pendant 3 ans, incapable de dormir et hanté par l'image de la petite fille qu'il avait tuée accidentellement. Jean Dubois tenta de minimiser son rôle, affirmant qu'il avait simplement voulu aider un collègue en détresse, mais les preuves montrèrent qu'il avait activement participé à la dissimulation et avait même fourni de faux témoignages pour orienter l'enquête. La défense argumenta que les 2 hommes étaient des employés municipaux, dévoués qui avaient commis une erreur de jugement dans un moment de panique. Mais le procureur souligna que leur silence avait causé des souffrances incommensurables à la famille et avait mobilisé des ressources policières considérables pour une enquête basée sur de faux éléments. Après 2 semaines de débat, le jury déclara Martineau coupable d'homicide involontaire et de dissimulation de cadavres, le condamnant à 8 ans de prison ferme, tandis que Dubois fut condamné à 5 ans pour complicité et faux témoignages. Les sentences furent globalement bien accueillies par l'opinion publique, qui considérait que justice avait enfin été rendue à Émilie et à sa famille, bien que beaucoup estimaient que les peines étaient insuffisantes compte tenu de la souffrance causée. La résolution de l'affaire Émilie Rousseau eut des répercussions profondes sur les politiques de sécurité dans les espaces publics français et sur les procédures d'enquête concernant les disparitions d'enfants, transformant une tragédie personnelle
en catalyseur pour des réformes importantes. La ville de Paris implémenta de nouveaux protocoles stricts pour la circulation des véhicules de service dans les parcs, incluant des limitations de vitesse, des zones interdites pendant les heures de forte affluence et une formation obligatoire pour tous les conducteurs sur la sécurité des piétons. L'association Enfants disparus France, créée par les parents d'Émilie, devint une organisation nationale reconnue, travaillant avec les autorités pour améliorer les procédures d'alerte et de recherche, et sensibilisant le public aux dangers que peuvent représenter même les environnements apparemment les plus sûrs. La famille Rousseau utilisa l'indemnisation reçue de la ville de Paris pour établir un fonds dédié à l'amélioration de la sécurité dans les aires de jeu et les espaces publics fréquentés par les enfants, finançant l'installation de nouveaux équipements de surveillance et de sécurité. Le jardin du Luxembourg fut entièrement réaménagé avec de nouvelles mesures de sécurité, incluant des zones piétonnes protégées, des ralentisseurs pour les véhicules de service et un système de surveillance couvrant l'ensemble du parc, devenant un modèle pour d'autres espaces verts parisiens. L'affaire inspira également des changements dans la formation des policiers chargés des enquêtes sur les disparitions d'enfants, avec un accent particulier sur l'importance d'explorer toutes les pistes possibles, y compris les accidents impliquant des employés ou des services publics. Sylvie Moreau, la journaliste qui avait révélé la vérité, continua à travailler sur des affaires similaires et devint une spécialiste reconnue des enquêtes sur les disparitions, utilisant l'affaire Émilie comme exemple de l'importance du journalisme d'investigation dans la recherche de la vérité. Chaque année, le 14 juin, une cérémonie commémorative a lieu au Jardin du Luxembourg, où une plaque en mémoire d'Émilie rappelle l'importance de la vigilance et de la sécurité dans les espaces publics, attirant des familles qui viennent honorer sa mémoire et réaffirmer leur engagement pour la protection des enfants. L'affaire devint également un cas d'étude dans les écoles de police et de journalisme, enseignant aux futurs professionnels l'importance de la persévérance, de l'objectivité et du courage nécessaire pour révéler la vérité même quand elle dérange les institutions établies. 10 ans après la révélation de la vérité sur la mort d'Émilie, son histoire continuait d'influencer les politiques de sécurité publique et de servir d'exemple de l'importance de la transparence et de la responsabilité institutionnelle. L'association Enfants disparus France avait étendu ses activités à l'échelle européenne, travaillant avec des organisations similaires pour améliorer la coopération internationale dans la recherche d'enfants disparus et le partage d'informations entre les forces de police de différents pays. Michel et Catherine Rousseau étaient devenus des figures respectées dans le domaine de la protection de l'enfance, consultant régulièrement avec des gouvernements et des organisations internationales pour développer de meilleures pratiques de prévention et de réponse aux disparitions d'enfants. Les réformes de sécurité inspirées par l'affaire Émilie avaient été adoptées dans de nombreuses villes françaises et européennes, contribuant à une réduction significative des accidents impliquant des enfants dans les espaces publics et à une amélioration générale de la sécurité dans les parcs et aires de jeu. Pierre Martineau, libéré après avoir purgé sa peine, vivait dans l'anonymat et avait exprimé à plusieurs reprises ses remords pour ses actions, participant occasionnellement à des programmes de sensibilisation sur les conséquences des accidents de la route et l'importance d'assumer ses responsabilités. Jean Dubois était décédé en prison en 1998, emportant avec lui d'éventuels secrets supplémentaires sur l'affaire. Mais son cas était devenu un exemple étudié dans les formations sur l'éthique professionnelle et les dangers de la complicité passive. Le Jardin du Luxembourg était devenu l'un des parcs les plus sûrs de Paris, avec ses systèmes de sécurité avancés et ses protocoles stricts servant de modèle pour d'autres espaces publics, démontrant qu'il était possible de concilier accessibilité et sécurité dans les lieux fréquentés par les familles. Sylvie Moreau avait écrit un livre sur l'affaire qui était devenu un best-seller, utilisant les royalties pour financer des bourses de journalisme d'investigation et encourager de jeunes reporters à poursuivre la vérité même face aux obstacles institutionnels. L'histoire d'Émilie était enseignée dans les écoles comme exemple de l'importance de la vigilance citoyenne et du courage nécessaire pour révéler la vérité, inspirant une nouvelle génération de citoyens engagés dans la protection des plus vulnérables. La plaque commémorative installée au Jardin du Luxembourg
était devenu un lieu de pèlerinage pour les familles touchées par des tragédies similaires, offrant un espace de recueillement et de réflexion sur l'importance de la sécurité et de la responsabilité collective dans la protection des enfants. 15 ans après les événements, l'héritage d'Émilie Rousseau continuait de se manifester à travers les nombreuses vies sauvées par les réformes de sécurité inspirées par sa tragédie et l'impact durable de son histoire sur la conscience collective française. L'association créée par ses parents était devenue une institution respectée qui avait aidé à résoudre des centaines de cas de disparition d'enfants, développant des techniques d'investigation innovantes et des protocoles de communication qui avaient été adoptés par les forces de police européennes. Les technologies de surveillance et de sécurité développées pour les espaces publics parisiens après l'affaire Émilie avaient été exportées vers d'autres pays, contribuant à améliorer la sécurité des enfants dans les parcs et aires de jeu à travers le monde. Michel et Catherine Rousseau, maintenant grands-parents, continuaient leur travail de sensibilisation tout en trouvant du réconfort dans le fait que la mort de leur fille avait contribué à sauver d'autres enfants et à améliorer la sécurité pour les générations futures. L'affaire était devenue un cas d'étude classique dans les formations de journalisme, démontrant l'importance de l'investigation indépendante et du courage nécessaire pour révéler des vérités dérangeantes, inspirant de nombreux journalistes à poursuivre des enquêtes difficiles malgré les obstacles institutionnels. Les réformes législatives inspirées par l'affaire avaient renforcé les obligations de transparence des institutions publiques et amélioré les droits des familles de victimes à obtenir des informations sur les enquêtes les concernant. Le Jardin du Luxembourg continuait de servir de modèle pour la sécurité dans les espaces publics, accueillant des délégations internationales venues étudier ces innovations en matière de protection des enfants et de prévention des accidents. L'histoire d'Émilie était régulièrement évoquée dans les débats publics sur la sécurité et la transparence, rappelant l'importance de ne jamais cesser de chercher la vérité et de tenir les institutions responsables de leurs actions. La fondation établie en sa mémoire avait financé des recherches sur la psychologie des témoins et les facteurs qui peuvent conduire à la dissimulation d'accidents, contribuant à une meilleure compréhension des mécanismes qui peuvent mener à de telles tragédies. Chaque nouvelle génération d'enfants qui jouaient en sécurité dans les parcs parisiens bénéficiait indirectement de l'héritage d'Émilie, prouvant que même la plus tragique des pertes peut générer des changements positifs durables qui protègent d'innombrables vies futures. Aujourd'hui, plus de 30 ans après la disparition d'Émilie Rousseau du Jardin du Luxembourg, son histoire demeure un témoignage puissant de l'importance de la vérité, de la transparence et du courage nécessaire pour révéler des secrets, même quand ils impliquent des institutions respectées. La plaque commémorative installée près du bassin octogonal où elle avait joué pour la dernière fois continue d'attirer des visiteurs du monde entier, qui viennent honorer la mémoire d'une petite fille dont la tragédie a transformé la façon dont la société protège ses enfants les plus vulnérables. L'association Enfants Disparus France opère maintenant dans 15 pays, ayant aidé à retrouver plus de 2000 enfants disparus et ayant révolutionné les techniques de recherche et de prévention grâce aux leçons apprises de l'affaire Émilie. Michel et Catherine Rousseau, maintenant octogénaires, continuent de recevoir des lettres de famille du monde entier qui ont bénéficié de leur travail et de l'héritage de leur fille, trouvant dans ces témoignages la confirmation que la mort d'Émilie n'a pas été vaine. Les protocoles de sécurité développés après l'affaire sont maintenant standards dans les espaces publics européens et ont été adoptés par des villes sur tous les continents, créant un environnement plus sûr pour des millions d'enfants qui jouent dans les parcs et jardins publics. Sylvie Moreau, la journaliste qui avait révélé la vérité, est devenue une figure légendaire du journalisme d'investigation français. Son travail sur l'affaire Émilie étant cité comme exemple de l'importance de ne jamais accepter les explications officielles sans investigation approfondie. Le Jardin du Luxembourg lui-même est devenu un symbole de la façon dont les tragédies peuvent être transformées en opportunités d'amélioration, ses systèmes de sécurité avancés et ses protocoles stricts servant de modèle pour des espaces publics dans le monde entier. L'histoire d'Émilie est enseignée dans les écoles françaises comme exemple de l'importance de la responsabilité civique et du courage nécessaire pour défendre la vérité, inspirant de jeunes citoyens à s'engager dans la protection des plus vulnérables de la société.
Sa mémoire vit dans chaque enfant qui joue en sécurité dans un parc public, dans chaque famille qui retrouve un proche disparu grâce aux techniques développées par l'association créée en son nom, et dans chaque journaliste qui choisit de poursuivre la vérité malgré les obstacles institutionnels. L'héritage d'Émilie Rousseau prouve que même la plus petite vie peut avoir l'impact le plus profond sur le monde, transformant une tragédie personnelle en une force pour le changement positif qui continue de protéger et d'inspirer des générations futures, démontrant que l'amour d'une famille et le courage de quelques individus déterminés peuvent créer des changements durables qui rendent le monde plus sûr pour tous les enfants.